L'objet, le grand objet, se présenterait sous la forme d'une multitude de petits objets. Et le jeu consisterait à juxtaposer les pièces en emboîtant les protubérances des unes dans les contreformes des autres. Il y aurait des quantités de pièces entassées, ce serait un capharnaüm épouvantable. Chacune porterait un fragment d'une seule image globale et, tant qu'elles ne seraient pas toutes assemblées correctement, on aurait de la peine à appréhender cette image dans son intégrité. On n'y comprendrait même rien du tout. Antonin Crène, bonjour. Il s'agit de monsieur Antonin Crène. Antonin Crène, bonjour. Antonin Crène, auteur, écrivain, actuellement en résidence d'écriture à Montauban, avec pour mission au départ d'aller à la rencontre des Montalbanais. Ce train-là, c'est un peu l'aventure. Il n'est pas comme ceux qu'on prend le samedi ou le dimanche, avec des sièges serrés les uns contre les autres et des gens debout qui s'agrippent à des barres. Dans ce train qu'on prend pour aller à la campagne, chaque famille a une petite case spécialement prévue pour elle. Soyez sages, les petits bandits. Les histoires se ressemblent et se prolongent d'un soir à l'autre. C'est un peu confus. Après coup, les enfants réaliseront que le père n'y comprend pas grand-chose non plus à ces fables parce qu'il les invente au fur et à mesure. Quand il a terminé son épisode, il va dans la cuisine et il veille, tard, avec un livre et des cigarettes. Ils marchent un temps infini sur le sable et ils arrivent probablement jusqu'aux maisons. Peut-être qu'ils voient les maisons, et peut-être qu'ils ne les voient pas. Les enfants n'y attachent pas trop d'importance, ils ne s'en souviendront pas. Ils ne sauront pas raconter cette partie-là de l'histoire. Au retour, ils reprennent la même route en sens inverse. Les enfants en ont assez, ça commence à bien faire. Mais il faut se dépêcher, dit le père, à cause de la marée qui monte à la vitesse d'un cheval au galop. La mer va recouvrir la bande étroite où nous sommes passés tout à l'heure, et il faudra nager. Avec les rochers et puis le courant très puissant, ce ne sera pas évident, je vous préviens. Alors, les enfants se mettent à bondir dans le sable, comme des bandits en cavale. Ils regagnent la ville, essoufflés, mais fiers de leur exploit. Ce n'est pas cette fois-ci qu'ils se feront prendre. Mais soudain, il faut choisir son camp, se séparer ou rester enfermés ensemble. Quand je suis arrivé à Montauban en mars, c'était une semaine avant le confinement. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Évidemment, la suite s'est pas du tout passée comme elle était prévue. Les ateliers, toutes les rencontres en fait qui devaient avoir lieu ont été annulées. Alors on a essayé de se débrouiller pour inventer autre chose. Donc la contrainte principale, c'est pas moi qui vous la donne, c'est le contexte dans lequel nous vivons actuellement, c'est-à-dire ce confinement. Vous allez écrire au sujet d'une rue dans laquelle vous ne pouvez pas vous rendre en ce moment. Vous allez donc être obligé de vous fier à 2 sources documentaires. La première, votre mémoire. Et la deuxième, des images sur Google Street View. Il y a quelque chose de dérangeant et de fascinant à la fois dans ces images, à cause des personnes dont les visages sont floutés. Elles me font penser à ces photos anciennes lorsque les temps de pause étaient très longs et les personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient photographiées apparaissaient alors floues, comme des fantômes. J'aime bien, sur le site des archives municipales de Montauban, 2 cartes postales. Sur l'une, on voit au premier plan un chien flou, parce qu'évidemment le chien ne prenait pas la pause, donc il est flou. Et sur l'autre, on voit carrément un fantôme, là, une disparition. Et c'est ce décalage entre les 2 sources,
votre souvenir et Street View, c'est de ce décalage que va naître une histoire. C'est peut-être là et seulement là que nous existons, à la périphérie de l'instant, de ce que nous en percevons et des fantômes qui nous habitent. La rue Lacaze a une particularité sur Google Maps. Pour la découvrir sur le plan, il faut zoomer. Et j'aime cette idée qu'elle vit par intermittence entre deux mondes. Un clic, elle apparaît. Un clic, elle disparaît. Vous voici arrivés, bonnes gens, au bout de ce périple, au fil de l'histoire que seule la mémoire peut encore servir. Car ici, comme ailleurs, on efface les cicatrices du passé d'un coup de bulldozer. Cédric, Aurore, Timothée, Adriana, Bernard, Alix, Chanchan, Didier, Émilie, Jeannette, Elle, Joël, Jonathan, Laurent, Mabi, Nathalie, Sophie, Jacques, Micheline, Anna. De proche en proche, on couvrirait sur la table une surface considérable. L'image se recomposerait sous nos yeux. Ce serait une source de plaisir, parce qu'on aimerait que les choses soient bien rangées. On aimerait les classer. On trouverait qu'il est agréable d'attribuer une place aux choses afin de savoir les y remettre lorsqu'elles seraient dérangées. On serait étonné aussi de voir qu'il manque une pièce au milieu de l'image. Cette découverte serait rassurante parce qu'elle signifierait qu'on s'est trompé. On démantèlerait l'image et on recommencerait. Ce qu'on appelle la flânerie, l'idée c'est vraiment d'une promenade dans les réserves du pôle mémoire. Je ne vais pas fouiller au hasard là en vrai, c'est quand même préparé, hein, mais j'aurais décidé quels sont les quelques documents qui me plaisent et que j'ai envie de montrer. Mais le public sera dans les magasins avec moi et donc on pourra commenter ensemble ces documents. Et comme, encore une fois, je ne suis pas historien, je ne vais pas leur raconter l'histoire de Montauban. Je vais leur partager en fait l'émotion que me procure ce document, cet objet, et comment moi ça peut me donner envie d'inventer des histoires. Aux archives, il y a tous les documents administratifs, par exemple les comptes rendus de conseils municipaux. Moi, j'ai passé des heures à lire des trucs là-dedans parce que, à cause de notre actualité, quand j'entendais nous sommes en guerre, par exemple, je me disais qu'est-ce que ça veut dire nous sommes en guerre. Alors j'ai regardé les archives d'une année où on était vraiment en guerre. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe au conseil municipal de Montauban pendant la guerre contre la Prusse en 1870 ? En fait, on parle de la voirie, on parle des travaux, on parle de la vie normale. Mmh. Et donc, c'était ce décalage-là où il faut bien vivre quand même. Et finalement, qu'est-ce qui reste d'une toute petite histoire qui, elle, laisse pas de traces ? Alors, j'ai pas écrit mes nouvelles sur ce sujet-là, parce que sinon, personne n'aura envie de les lire. mais par contre, j'ai trouvé, justement, en feuilletant ces années-là, une histoire qui m'a paru complètement rocambolesque d'un conseiller municipal qui est parti à Paris pour présenter les hommages du conseil municipal au nouveau chef de l'État, Adolphe Thiers, et il arrive à Paris en fait en pleine semaine sanglante, en mai 71, et Paris est à feu et à sang, et puis lui, il est reçu dans un salon doré, et voilà, c'est un récit qui est très anecdotique, alors que finalement, quand on connaît la grande histoire, on sait que ça s'inscrit dans tout à fait autre chose. Et ce décalage-là, je trouve vraiment frappant entre une mémoire qui peut être faite de petits détails, de rien du tout, et une histoire qui, elle, nous est apprise à l'école ou dans les grands monuments. C'est ce rapport des deux, moi, qui me donne envie d'écrire des fictions. La boîte du temps. Un récit écrit et interprété par les élèves de CM2 de Christelle Marty, à l'école Jules Guesde à Montauban, dans le cadre d'un atelier animé par Antonin Crène pendant la résidence d'écriture Tisser la mémoire, une histoire sans fin. Mise en jeu dirigée par la comédienne Nathalie Vidal, réalisation, mixage et musique, Mathieu Hornon. Chapitre 1. Et si on allait voir? Un jour, Olivia et Valentin allèrent chez Charles pour le goûter. Ils se racontèrent des anecdotes. Valentin lut le journal. Les chercheurs ont retrouvé une cabane abandonnée sur la coulée verte. Les gens y ont entendu des bruits bizarres. Et si on allait voir la cabane sur la coulée verte? Ne viens pas avec nous, tu es trop petit. On voyait que Charles n'était pas bien à l'idée d'y entrer. Il frissonnait
tremblait des jambes et sa tête lui tourna. Mais il prit sur lui et entra avec ses amis. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir y entrer? Oui! Là, ils virent plein de tableaux bizarres avec des mains et des pieds. Il y en avait d'autres avec des corps d'humains et des têtes de lions. Il y avait aussi des livres rouges, gris, bleus, avec plein de marque-pages. Ils étaient très anciens, avec de la poussière partout sur le dessus. Olivia cria « Ah! Une araignée !» Roméo n'arrêtait pas de toucher à tout. Tout le monde lui dit d'arrêter, mais il n'écoutait pas. Il ouvrit une boîte. Elle était grise, avec des motifs étranges. Elle brillait énormément, tellement que ça les aspira. L'effet de cette boîte les endormit. Après qu'ils s'endormirent, elle les recracha immédiatement. Roméo dit d'un air fatigué « On est où? J'ai mal à la tête. » Charles le gronda en lui disant que c'était de sa faute s'il avait mal à la tête, car il avait ouvert le coffret. Valentin était vert, il tremblait et ne parlait plus. Olivia pensa que leurs parents allaient s'inquiéter. Elle suggéra de rentrer chez eux, mais... Chapitre 3. Un endroit inconnu. Chapitre 15. Où est Roméo? Roméo fouille derrière les vieux livres et les vieux tableaux. Et il trouve une boîte ronde, en fer, avec des motifs étranges. Il l'ouvre et il mange tous les bonbons qu'elle contient. Puis on s'apercevrait que le jeu n'est pas terminé. Il resterait un trou dans le canevas. Le trou aurait la forme d'une pièce manquante, avec 3 ergots et une contreforme. Mais la pièce qu'on aurait dans la main présenterait 2 pointes et 2 renfoncements. On penserait alors qu'on s'est trompé et on déferait tout pour recommencer. Tisser la mémoire, une histoire sans fin. Moi, j'aime bien écrire des histoires et j'aime bien inventer. Et ce qui me plaît dans les documents qu'on va regarder maintenant, c'est que pour un historien, ça peut être le support d'une connaissance précise. Ça peut être la preuve de quelque chose qui a existé, mais ça peut être aussi le point de départ d'imagination. Voilà, c'est pour ça que ces objets vont nous servir de support. Et alors, c'est vous qui allez les déballer. Et vous allez nous dire ce que c'est. Un appareil photo. Le son qui sourit. Les yeux, la bouche. Voilà, c'est un appareil photo avec 2 yeux. Est-ce qu'on voit comme dans des jumelles ou est-ce que... Voilà, je sais pas. Alors je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Je vais vous laisser le découvrir. Ah, on dirait un bureau de cuisine. Un berceau de maître. C'est un blaireau. C'est un blaireau, mais je pensais que c'était un animal. Mais c'est un blaireau où on met la mousse pour se raser après. Je pensais qu'il fallait utiliser l'aftershave pour se raser. À l'époque, il n'y en avait pas. S'il est là dans les collections du musée, c'est peut-être parce que c'est pas n'importe quel blaireau. Donc voilà, il y a peut-être une histoire. Hop. Alors ils sont tous emballés de la même façon, parce qu'ils sont tous considérés comme aussi fragiles et précieux, tout simplement parce que ce sont des pièces de musée. Alors on a des objets, mais on a aussi bien sûr des documents. Une carte de Montauban. Exactement. Voilà, j'ai pris cette section du plan parce que j'aime bien qu'il soit encadré par 2 rivières. Voilà, une qui est encore là et une que j'ai jamais vue. Donc je ne sais pas quand elle a disparu et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je crois qu'elle passe sous le pont d'Étansure. Sous le pont d'Étansure, c'est ça. Ouais. Donc cette photo-là, une fois qu'elle est extraite des collections, en fait, on ne sait plus ce que c'est. Donc c'est à nous de l'inventer. Relire au musée Ingres. La question, c'était pourquoi cette photo a été prise. Voilà, pourquoi ces 4 femmes se sont fait prendre en photo sur le balcon du musée Ingres en 1943. Le plan suivant.
On va pas l'ouvrir tout de suite. Une réserve de quelque chose. Ouais, si on est de la nourriture, je crois qu'il y a 2 étages ou 3 étages. C'est sérieux derrière. Voilà. Donc c'est fait pour contenir ça. Alors, je me rappelle plus son histoire exactement. Et bon, on ira demander aux personnes compétentes de nous l'expliquer. Quelqu'un a déjà vu ces plaques de verre doubles. Vous vous rappelez l'appareil photo? Ah oui, Quand on regarde avec nos 2 yeux, on voit un seul objet ou une seule personne, mais avec 2 angles légèrement différents. Et c'est quand on mélange ces 2 images qu'on voit en 3D. Je vous montre quelques documents encore. On dirait une statue hindouiste ou bouddhiste. Une statue? Une statue qui représente une divinité hindoue, mais je sais pas. Est-ce que c'est une statue ou est-ce que c'est une danseuse? En tout cas, s'il y a un truc qui vous amuse, qui vous intrigue, trouvez des mots à poser sur ces objets-là. Moi, je prends ça. Ouais. Du coup, tout le monde a son objet. Avant de faire un gâteau, on met tous les ingrédients sur la table. On fait ça avec les mots. Est-ce que c'est un bâton avec un embout métallique ou est-ce que c'est une pelle en métal avec un manche en bois? Est-ce qu'il sent encore le savon à barbe? Une photo d'une statue ou une statue photographiée. En fait, tu as 2 objets à décrire finalement. Comment tu imagines cette statue? Quelle taille elle a en réalité? De quelle couleur elle est en réalité? C'est artisanal en fait. C'est artisanal. Ouais. En fait, moi, il m'étonne ce manche très court, mais parce que j'y connais rien, hein, mais puisque tu es déjà dans le récit, ça a une dimension, ça, cette dimension du temps, je pense qu'elle est intéressante à explorer. Là, tu n'es pas le même que celui que tu es en ce moment même. D'accord. Je te montre. Ouais, c'est ça. La photo qui sont vraiment tranquille. Pourquoi elle a fait dans cette là? C'est ce qu'on entend initialement de la film. On voit qu'il y a une chose en fond d'image, les choses. Tu vois comment tu écris ça, formatation, à quelle date ça a été utilisé, pourquoi? Alors ça, bonne question. Juste une question, parce que ça peut être ça, mais ça veut dire que ce soit un récit ou un texte politique. L'approximation, ouais. Ça va respirer dans un moment. Donc c'est pas que paradoxe. En fait, c'est une pelle de tranchée qui appartenait à des soldats allemands. Voilà, donc elle a vécu dans les tranchées, elle a vu beaucoup de choses, j'imagine, mais elle a sûrement servi à d'autres choses, donc on peut imaginer plein d'histoires sur cette pelle de tranchée. On voit 2 images en fait. Et on sait que c'est net quand les 2 images se superposent. Et sur cette photo-là, c'est Hélène Verbosque, fille d'Antonin Verbosque. Donc ces 4 jeunes femmes en fait ont été recrutées pour s'occuper des œuvres du Louvre. Alors, pourquoi les œuvres du Louvre à Montauban? Je me suis imaginé que c'est une statue vénérée par les Jedi, vieille de plus de 1000 ans. Dans la maison des Langlade, ils se déguisent et ils se prennent en photo. En turc, en espagnol, en l'occurrence, c'est Denise Langlade en icône cambodgienne. C'est déjà une histoire, c'est déjà de la fiction. Donc toi, tu vas peut-être encore un peu plus loin ou dans une direction différente. Mais de toute façon, il y avait déjà ça qui était contenu dans cette image. Moi j'ai pris le blaireau. Ça m'a fait penser à mon grand-père qui avait un nécessaire de toilette comme ça. Ce blaireau appartenait à Louis Sabatier quand la guerre a été déclarée contre les Allemands. J'ai choisi celle-ci parce que je la trouvais plus belle que d'autres, simplement parce que vous voyez ces lignes presque parallèles. Certaines étaient des rues, d'autres étaient des rivières, des ruisseaux. On ne sait pas exactement d'où ça part, on ne sait pas où ça va. Et ça m'amuserait de me déplacer là-dedans, si j'étais un petit personnage. Il daterait des années 1805. Ça représente la ville de Montauban à cette époque-là. Dans vos récits, vous en ferez ce que vous voudrez. Cette histoire, quand... Non, attends, je peux faire mieux. Concentration. L'histoire de la statue se passe sur Coruscant, où un journaliste avec maître Yoda demande au... C'est un peu long là, il faut que je fasse. C'est bien. Pour résumer notre situation, France et Lydie cachaient dissimuler quelque chose que les corroborats de la Gestapo auraient payé pour décorer. Merci. Ah oh non, moi j'ai rien écrit. Hein. Là, ça peut être une phrase improvisée. En résumé... Soit un résumé, soit quelque chose que tu pourrais... Je sais pas. Que ça pourrait dire ton personnage ou... Je crois que c'est à la recherche du grand... Je sais
De son compère, connaître le compère. À la recherche, c'est déjà l'identité du compère qu'il ne connaît pas. Un appareil photo autonome ayant des émotions est amoureux d'une fille et ne peut s'empêcher de lui prendre des photos volées. La fille l'ignore pour un appareil photo numérique. Solidement soudée, elle avait résisté à des années de guerre en été comme hiver. Elle nous avait permis de garder bien enfouis des livres de magie, mais non de sorcellerie. En fait, dans votre manière de le dire, même Patrice, quand tu ne dis pas grand-chose, en fait, ta façon de ne pas dire grand-chose, je pense que le ton du texte peut être là-dedans. En fait, il y a un truc un peu cinéma, là, finalement, où t'as une personne qui prend la parole avant qu'il y ait une voix off qui lui dit qui est qui. Et c'est pas censé ni nous inquiéter ni nous surprendre dans un univers. Moi, je mets directement dans le bain, comme ça. Tu nous plonges, effectivement. Voilà, ça y est, moi je me dis... Ouais, c'est déjà... Je pose le décor. Ouais. Imaginez que donc ça, c'est ce que voit cette tête du personnage. Je vais l'écrire à la première personne en imaginant comment on voit, comment on ressent, comment lui voit la même scène. J'aime bien ce mot dysfonctionnement. C'est pas du tout une histoire idyllique là, que tu es en train de vous raconter. Il y a quand même un malaise, quoi. S'il a besoin de voler l'image de l'autre, peut-être qu'il y a des scènes qui peuvent être dites 2 fois. Et d'alterner les voix, les narrations. Parce que c'est l'autre personnage à ce moment-là qui peut prendre le relais. D'accord. Le titre du chapitre, ça va être par exemple Boléro, mais en réalité le sujet du chapitre, ça peut être un trait de caractère de ton grand-père qui justement est très charismatique, très élégant. Et donc il s'agirait de partir de tout petit pour élargir, explorer cette rue, puis celle-ci, puis la rivière, et au final le lecteur il aura quand même vu tout le quartier. Donc, tu vois le petit point de départ. Ça peut être le point de départ plutôt que d'être le milieu. En fait, elle n'a pas de problème de conscience politique, ta narratrice. C'est un personnage un peu ambivalent. Ah ouais, elle est plus ambivalente en fait. À qui elle s'adresse? C'est mon journal. C'est son journal. Ouais. Tu peux jouer sur les manques aussi. T'as quelques pièces du puzzle, mais pas tout. Pas trouver une sorte de petite trahison là, soit il vole un objet, soit il décide justement de l'emprunter. Il va donner ses photos à Yoda pour qu'il construise dans le temple Jedi des statues. Du coup, hop, on arrête le dialogue. Tu nous fais une peu de description. Tu nous replantes le décor. T'es parti? C'est bon? Oui. Cool. Autoportrait d'Edouard Levé. Et ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est qu'en fait, à peine j'ai lu les premières phrases, je me suis dit j'ai envie de faire pareil. Je n'écoute pas vraiment ce qu'on me dit. Je m'étonne qu'on me donne un surnom alors qu'on me connaît à peine. J'archive. J'ai parlé à Salvador Dali à l'âge de 2 ans. J'ai 2 pieds, 2 mains. Je crois en la puissance des pierres et des arbres. Je m'interroge souvent sur le sens de ce que je fais quand je commence à faire quelque chose. J'étais un pharaon en Égypte. J'aime dormir longtemps, mais je culpabilise assez rapidement. Je pense parfois qu'une chose et son contraire peuvent être vrais en même temps. J'aime les mots ou prénoms dont les sonorités me font penser à de la pâtisserie. Il m'arrive d'être narcissique mais presque jamais égoïste. Je préfère les chats aux chiennes et les chameaux aux renards. Je suis un grand comédien. J'ai un super pouvoir que personne ne sait. Mais comme c'est pas ça qui nous intéresse dans ton film, ce qui nous intéresse c'est le personnage. Donc c'est un souvenir brut justement, que toi tu cherches pas à identifier, à interpréter. Et là on peut, justement quand je parlais de faire des gros plans, je pensais à ça quoi, des gros plans dans le temps. Alors comment il y a des années qu'on peut balayer comme ça, et puis après pouf, on s'arrête, on grossit. Yoda et Maz ayant réussi leur mission au Temple Jedi des dizaines d'années plus tard, après avoir mis les copies des statues du fondateur Jedi partout dans le temple, décident de se séparer et de se dire au revoir. Il y a 2 ans, au moment où je vous narre cette histoire, sachant qu'actuellement nous sommes en 2020. Donc le narrateur apparaît au tout dernier moment. Oui, je ça rajoute une dimension là. Une dimension entre ce qui s'est passé il y a longtemps et aujourd'hui. Elles coururent après avoir enfilé de vieux vêtements troués. Elles coururent à en perdre haleine jusqu'à la ville et, arrivées à l'entrée de Montauban, attendirent la nuit pour trouver refuge chez moi.
Je devinais à leur tenue, à leur regard, à leurs larmes, ce qui s'était passé. Je paniquais moi aussi, mais leur ayant donné ma parole de les aider, je leur donnais à chacune une chambre d'amis. Ah, tu es là avec le système. Oui, je dis pas tout. J'ai peur que tu nous dises vraiment à la fin. Non. Je ne sais pas par où commencer, et comme tout est mélangé, alors... Un échantillon. Et tu veux que j'en choisisse au hasard? Et ce sera vraiment le hasard parce que... Oui, parce que là, moi, je ne sais pas. C'est pas que tu vas te bloquer. Et il a eu une bonne enfance, avec des parents aimants, doux et affectueux. Et il avait des frères et une grande famille qui était assez nombreuse dans la région, au-dessus d'une épicerie, comme on faisait à l'époque, en vendant des produits ménagers, épicerie fine, légumes. Et ce qui est drôle, c'est que, en fait, c'est exactement le contraire de ce que je te proposais, mais du coup, c'est comme si tu avais fait la même chose. Je te disais, tu peux commencer par un tout petit objet, tu élargis. Et là, tu as fait tout le contraire. C'est-à-dire que tu nous racontes toute la saga familiale de 4 générations et tout, et puis après, tu parles de toi, et tu termines par l'objet. C'est le dernier mot. Et là, tu as une ligne directrice, justement. Donc, le texte, il est structuré. Elle est tellement belle, j'ai flashé sur elle dès qu'elle est entrée dans mon viseur. Je ne peux pas m'empêcher de la prendre. Clic. Elle ne veut pas de moi. Elle m'ignore. Je suis sûr qu'elle préfère l'autre. Elle pense qu'il a plus d'avenir que moi, que je suis une machine, un machin obsolète. Il me suit partout. Il m'énerve et m'obsède. Je ne sais pas quoi lui dire. Si seulement il savait. Si seulement je savais ce que je veux. Mon cœur me dit une chose, ma raison l'inverse. Que choisir? Comment faire correspondre les deux? Est-ce seulement possible? Donc, quand l'appareil dysfonctionne, c'est aussi elle-même qui dysfonctionne dans sa façon de voir le monde. Faire une correspondance entre les deux. Maggie ressentait une vibration très étrange dans son corps. Elle se sentait prise d'un élan et d'une énergie intense. Au bout d'un certain temps, elle comprit que ce n'était pas elle qui guidait l'appel, mais l'appel qui lui indiquait où creuser. S'ils avaient su ton histoire, ils auraient eu du mal à le croire. Mais l'important, c'est qu'ils sachent que grâce à toi se cachent tous les trésors qu'ils s'arrachent. Je retournerai sur les lieux. Qu'est-ce que tu cherches à dire avec ça? Alors, j'explique ma question. Moi, quelquefois, quand j'écris, je me fiche pas mal qu'on comprenne, je me dis surtout, je veux qu'on ressente. J'ai envie d'émouvoir mon lecteur ou de partager un souvenir comme moi je l'ai vécu. Et peu importe qu'on ne comprenne pas le contexte. J'ai écrit cette nouvelle en 1965, dit Georges Perec. Mais elle n'a pas été publiée alors. Beaucoup plus tard, j'ai pensé à l'adapter pour la télévision. Je ne voulais pas raconter la fugue telle que l'enfant l'avait vécue, mais plutôt la manière dont cette histoire était soudain revenue à mon esprit d'adulte, 20 ans après. Il constitue le puzzle partout, il a passé sa vie à construire un puzzle, mais le vrai sujet, c'est la pièce qui manque. Et pour qu'on la voie, cette pièce qui manque, il faut que toutes les autres soient autour. Et là, c'est ce qu'il fait. Si son sujet, c'est cette émotion, pour qu'on s'aperçoive de son absence, il faut bien que tout le décor autour soit en place pour qu'on se dise « Ah, il manque un truc ». Et c'est ça le sujet. On créerait une sorte d'équilibre avec des formes éparses et foisonnantes. La prolifération et l'exubérance donneraient naissance à un nouvel ordre, à une harmonie, et cela ferait un bien fou. On se saisirait de la pièce en trop. On la serrerait au creux de la main très fort. On l'écraserait, le carton se déchirerait. On finirait de l'effriter en le triturant avec l'ongle. Puis on ouvrirait la main devant la bouche, on soufflerait doucement pour que les miettes s'envolent. Ce serait un jeu, comme on disperse au vent les aigrettes des pissenlits. On ferait confiance au hasard pour que chaque grain de poussière trouve sa place. Un peu partout, des choses pousseraient, là où elles auraient germé. Le jeu serait terminé.